Le secteur des matériaux présente un bilan contrasté à l'aube du troisième trimestre 2025, avec des contributions solides des segments des métaux. Donc, ça, ce sont les attentes ici. Les métaux et mines ici. Donc, voilà, c'est en lien ici avec l'or, l'argent, voilà, et tout autre métaux ici précieux, ou bien, voilà, de métaux industriels ici qui a à peu près connu une croissance fulgurante, enfin, les différentes matières premières ici qui ont connu des croissances fulgurantes ou bien croissantes de manière globale ici sur les derniers mois. OK, donc de ce segment-là, on attend à peu près une certaine croissance, ainsi que les engrais également. Rappelez-vous, les engrais avec l'augmentation des tarifs, etc. Il y a eu un empressement pour ici commander certains engrais. Bref, donc on s'attend à un troisième trimestre qui va à peu près être correct. Donc qui va compenser. Dans ce troisième trimestre, ça va à peu près compenser la faiblesse persistante ici dans la chimie de base et les matériaux d'emballage. OK? Donc, le secteur de matériaux, de manière générale, il est vaste. Métaux et mines, engrais, chimie de base, chimie spécialisée, par exemple. Une entreprise comme Air Liquide, c'est de la chimie spécialisée. OK? Donc, c'est la chimie ici qui fixe les prix. Arkema, c'est de la chimie qui fixe les prix. Donc, ils ont jamais un pricing power, donc un savoir-faire, etc. Donc, la croissance globale des bénéfices pour le secteur dépendra en grande partie des prix élevés des matières premières, de la gestion des coûts et des stratégies d'allocation de capital révélant une divergence notable entre les sous-industries. Les métaux et les mines se distinguent nettement, portés par des prix de l'or atteignant des sommets historiques. Le leader mondial américain Newmont Corporation illustre cette tendance bénéficiant de sa taille et de ses vastes réserves à faible coût. L'avantage concurrentiel ici, c'est une question de coût de production. OK? Donc, le contexte macroéconomique marqué par une demande pour les actifs refuges continue de soutenir cet environnement de prix favorable. Le domaine des engrais affiche également une excellente performance, profitant des contraintes sur le marché mondial de la potasse. Donc, le géant américain de The Mosaic Company et l'entreprise canadienne Nutrien sont particulièrement bien positionnés grâce à leurs actifs miniers de grande échelle, difficiles à répliquer de manière générale. Et moi, j'aime bien Nutrien parce que Nutrien est assez diversifié. On a ici une partie production ici, avec les mines, etc. On a également la vente au détail. Donc, elle a tendance ici à se maintenir. Donc, j'aime bien Nutrien de manière générale. Et ce sont des entités qui ont un avantage concurrentiel dans ce business-là, dans cette sous-industrie-là. OK? N'allez pas vous attendre ici à des performances ici à la Nvidia ou je ne sais pas quoi. OK? Donc, la réduction des exportations russes combinée à une demande agricole résiliente a renforcé leur pouvoir de tarification et devrait se traduire par une saine expansion de leur marge. Donc, si on regarde Nutrien ici, NTR pour Nutrien, vous avez à peu près les attentes ici de cette année sont littéralement justifiées par tous les derniers éléments que je vous ai tantôt mentionnés. Si on prend également Mosaïque, mais ça reste un business cyclique. OK? Mosaïque également s'attend à de bons résultats. Mais c'est un business cyclique. Donc, ils diront ici, ah, mais c'est pas beau à voir. Tout dépend du prix. Tout dépend du prix. Si vous arrivez à aller choper un niveau ici qui correspond à leur coût à leurs actifs tangibles nets ici, ça va être très intéressant. Bref, je continue avec une autre note ici. Donc, la situation est plus nuancée dans d'autres domaines. Donc, le segment des matériaux de construction, dont le chef de file américain est Vulcan Material Company, une parmi tant d'autres, devrait afficher une forte croissance de ses bénéfices. L'avantage concurrentiel de Vulcan réside dans son réseau inégalé de carrières situé près des marchés à forte croissance, ce qui lui confère un pouvoir de tarification considérable sur les granulats et le béton. Donc, la forte demande pour la construction de centres de données offre un soutien clé pour ce genre d'industrie. Là, n'oubliez pas également qu'il y a le fameux Infrastructure Act ici, même si le résidentiel est en berne, on a toujours besoin ici de granulats et de béton pour financer les dépenses en infrastructure ici, que ce soit pour les autoroutes, les ponts ou bien même les data centers. OK? Donc, surveillez les entités ici qui ont une forte dépendance au résidentiel ici, parce que le résidentiel est en berne, même si, de manière générale, il y a une croissance séculaire au niveau du résidentiel. Je le dis toujours. Je dis ça, je ne dis rien. OK? Donc, la baisse des taux d'intérêt ici va être favorable pour ce genre d'industrie-là. Alors,
La chimie présente également une forte divergence avec, par exemple, la chimie spécialisée illustrée par un leader comme Sherwin-Williams dans les revêtements protecteurs prospère grâce à une forte demande des marchés finaux comme l'aérospatial et un vaste réseau de distribution. C'est un exemple. À l'inverse, la chimie de base, où opère un géant comme Dow Inc., souffre de surcapacité et de compression des marges dues au coût élevé du gaz naturel, malgré sa taille et son efficacité de production. Je tiens à mentionner une chose. Vous avez vu ici, j'ai parlé de 2 éléments, marchés finaux, coût de production. Ce sont 2 éléments que vous devez toujours avoir en tête quand on parle de chimie, qu'elle soit spécialisée ou de base. Maintenant, la chimie de base bénéficie grandement quand le coût des intrants est très peu élevé et également si la dynamique au niveau des marchés finaux est élevée. Alors que la chimie spécialisée a tendance ici à s'ajuster. Si le coût des intrants augmente, elle a tendance à augmenter les prix parce qu'elle vend un produit ici qui est difficilement réplicable ici, sur lequel a généralement un pricing power. Et n'oubliez pas également parfois de questionner, même pas parfois, généralement de questionner les marchés finaux. Si Sherwin-Williams, ces marchés finaux, ce sont des revêtements protecteurs, mais qu'elle est fortement dépendante ici de la protection au niveau du résidentiel. Donc, si le résidentiel est en berne, elle va souffrir. Mais si elle offre ici des produits pour la protection ici des domaines, pas des domaines, de la protection ici des machines, de certains types de machines ici, par exemple, si on parle d'aviation civile, la production d'avions, etc., on a besoin de revêtements protecteurs. Et donc, on a besoin de faire affaire avec des entreprises comme Sherwin-Williams, ce qui lui permet ici de pouvoir à peu près bien s'en sortir, même si un segment de son activité est en berne pour le moment. Donc, c'est toujours bien de regarder la diversité au niveau des marchés finaux, au niveau des intrants également. Donc, vous pouvez mieux comprendre pourquoi ce Sherwin-Williams se comporte bien en date d'aujourd'hui. Donc, tout est lié. Il faut creuser, les amis. On ne va pas se limiter aux chiffres. Ça, c'est... Si vous commencez à faire, si vous appelez l'analyse fondamentale, la limite, la lecture au niveau des chiffres ici, je pense que le marché va avoir tendance à énormément vous décevoir. L'analyse fondamentale, ce sont les chiffres, mais c'est d'abord faire parler ces chiffres-là. C'est surtout faire parler les chiffres. Même pas d'abord. Les chiffres, c'est pour décider quelle entreprise je regarde en priorité. Et faire parler ces chiffres-là, c'est notre priorité de manière générale. En tant qu'investisseur à long terme qui privilégie l'analyse fondamentale. Et le fondamental, c'est le quantitatif qui présente les chiffres et le qualitatif qui fait parler des chiffres. Les deux sont indissociables. Si vous avez du qualitatif sans chiffres, on attendra qu'il y ait des chiffres. Si vous avez du quantitatif sans qualitatif, de manière générale ici, ça ne sert à rien non plus. OK? Donc, les deux doivent aller ensemble. On ne veut pas se retrouver sur des entreprises qui gagnent exceptionnellement de l'argent ici alors que le business à long terme est balbutiant. Elles sont juste là au bon moment, d'accord? Et elles bénéficient juste de la tendance actuelle qui est peut-être une tendance temporaire. Allez-y voir ceux qui vendaient les masques, je ne sais pas, pendant la pandémie. On en est où aujourd'hui? On n'en parle plus, n'est-ce pas? Pourtant, une entreprise qui vend des revêtements de protection ici, donc la peinture, etc., a tendance à bien se comporter à long terme. Peut-être qu'un ralentissement quand les marchés finaux diminuent, mais si on a toujours besoin de revêtements, que ce soit au niveau de la rénovation ou bien au niveau de la construction ici, c'est un business résilient. Vous ne pensez pas? Donc, c'est comme ça qu'on doit réfléchir quand on fait de l'analyse fondamentale. Je continue. Alors, ces entreprises ne sont que des exemples pour soutenir mon raisonnement par rapport aux attentes dans ces différentes industries-là. Donc, chimie spécialisée, ça va aller. Mais tout va dépendre ici des entreprises, tout va dépendre des marchés finaux de ces différentes entreprises-là. Chimie de base, on va avoir tendance à souffrir parce que le coût des intrants a augmenté. Et si le coût des intrants augmente, par exemple, une entreprise comme LyondellBasell, c'est de la chimie de base. Chimie de base ici, si le coût des intrants augmente, par exemple le prix du gaz, elle va souffrir. Elle n'a pas les moyens de payer le dividende cette année. Elle va devoir s'endetter. L'année prochaine, les prévisions ne sont pas bonnes non plus. Donc, quand on voit ceci, sauf surprise ici, idéalement, c'est un business qu'on devrait acheter à un tangible book value, un prix qui se rapproche ici du tangible book value. Donc, le 11% de dividende à la je vais dire, ça ne sera peut-être pas viable à court terme.
Normalisation des résultats, priorité ici à un achat ici aux alentours des actifs tangibles nets. C'est ce qui devrait nous intéresser pour ce Lion d'El Basel. Et je vais plus passer du temps ici à essayer de comprendre pourquoi est-ce que le prix des intrants augmente. Est-ce que ça va avoir tendance à s'ajuster en conséquence? Et je sais que cette compagnie, le fait qu'on ait de plus en plus d'exploitation au niveau du GNL ici, le prix du gaz naturel va augmenter aux États-Unis, a même déjà commencé à augmenter aux États-Unis. Et ça ne va pas avoir tendance à ralentir. Parce que le prix était extrêmement bas tant qu'on n'avait pas des mesures d'exportation. Maintenant qu'on a des mesures d'exportation, notamment avec les actifs de Cheniere Énergie, et je vous ai toujours dit, Cheniere Énergie, intéressez-vous à cette compagnie-là, je pense que ça va avoir tendance c'est une compagnie qui va avoir tendance à souffrir sur les années à venir. Bref, je dis ça, je ne dis rien. OK? Alors, parce que si vous la regardez sur le plan purement quantitatif, vous allez dire, oh, gros dividende, oh, bon, PER très élevé, mais elle avait l'habitude de ramener ces différents éléments-là, mais elle n'a pas de pricing power. Elle n'en a pas. Et donc, il faut faire très attention. Bref, je continue ici mon tour d'horizon du secteur ici des matériaux pour le troisième trimestre 2025. Alors, enfin, parlons du secteur de l'emballage qui présente un tableau un tout petit peu complexe. Le segment des contenants en métal et en verre où domine un acteur comme Ball Corporation grâce à son échelle de production et ses relations clients devrait rapporter une croissance des bénéfices en action de l'orgue ici aux alentours de 10%. Ce chiffre masque cependant la réalité opérationnelle car il provient presque entièrement de rachats d'actions, tandis que les marges sont sous pression à cause des coûts des matières premières. Le segment de l'emballage en papier et en plastique, où des leaders américains comme International Paper est une référence, fait face à une contraction des bénéfices à court terme. Cette situation est largement due à des réorganisations de portefeuille suite à des acquisitions majeures. Cependant, les gains d'efficacité et les réductions de coûts commencent à porter leurs fruits, préparant le terrain pour la reprise future. Et vous pouvez regarder. International Paper, qu'est-ce qu'on regarde en date d'aujourd'hui? On sait que ça va être en berne. Mais le marché anticipe déjà une normalisation. Comment s'appelait l'autre entreprise? Ball Corporation. Emballage papier en verre. Bénéfices nets augmentent, etc. Mais c'est essentiellement dû à la hausse des bénéfices nets par action. Tout simplement parce que le nombre d'actions diminue. Pourtant, les marchés finaux sont toujours ici en phase de reprise. Donc, il y a peut-être je pense que ça fait plusieurs mois qu'on parle de ça. Veralia, c'est également ce genre d'industrie-là. À quoi ça ressemble? En berne également. Peut-être soutenu par le rachat d'actions. Et donc, quand on regarde le bénéfice net par action, posons-nous toujours la question de savoir est-ce que le volume de bénéfices a augmenté ou diminué, ou bien il est resté stable. Parfois, le volume diminue, mais le bénéfice net par action augmente. Tout simplement parce que le nombre d'actions a baissé. Ça veut dire que le prix était tellement bas qu'on a pu profiter ici d'un rachat d'actions massif. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise va avoir les moyens de continuer à générer ce niveau de flux de trésorerie-là, en tout cas à court terme. Ça reste des business cycliques de manière générale. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y a une tendance à la consommation ici des produits liés au plastique, des produits liés au verre et au métal, dont les canettes ou bien les emballages en verre? Posez-vous également la question par rapport à la consolidation. Et qu'est-ce qui permet à une entreprise dans ce domaine-là d'avoir un pricing power? On va encore revenir à la même chose, coût de production, coût des intrants. Bref, terminons notre note d'analyse sectorielle. Et je rappelle que sur toutes ces différentes sous-industries-là, pour ceux qui sont dans le top Premium Infinity, vous avez des notes d'analyse sectorielle. OK? Emballage, chimie de base, chimie spécialisée, engrais, et j'en passe. Donc, en conclusion, les perspectives du troisième trimestre pour le secteur des matériaux reflètent une forte dispersion. Les métaux et les mines, les mines et les engrais, par exemple, agissent comme les principaux moteurs de la croissance de manière globale. En revanche, l'emballage et la chimie de base subissent des pressions structurelles, tandis que les matériaux de construction et la chimie spécialisée maintiennent une croissance stable. Le portrait global est celui d'une force sélective. Donc, quand je dis force sélective ici, ça veut dire que, bon, certaines entités, certaines sous-industries se comportent bien.
Ok, d'autres sont en mauvaise situation en date d'aujourd'hui. Et quand c'est en mauvaise situation, c'est à ce moment-là que ça devrait nous intéresser. Hein. Parce qu'il y a toujours les leaders, entre parenthèses, ici privilégiés. Celle qui sera le moins endettée ici, celle qui a les coûts de production les plus bas et qui a la capacité de souffrir. OK? Donc, le portrait global est celui d'une force sélective où la performance repose sur des avantages concurrentiels durables et un pouvoir de tarification affirmé. Toutes les informations nécessaires sont en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.